Comme tous les moulins du Moyen-Âge en pleine nature, celui de Père-Vendoux est plus qu'une jolie vision, bucolique et charmante. C'est en fait une petite usine à la campagne où depuis toujours on utilise la force hydraulique des mécanismes pour transformer les matières premières agricoles, le blé en farine, les noix en huile. Mais ici, dans le Périgord vert, que l'on nomme ainsi à cause de la végétation, les forêts, les rivières, les hommes sont allés encore plus loin. Ils ont créé dans cette zone rurale de véritables industries. Des mines d'or gauloises aux hauts fourneaux du XVIe siècle, vous allez découvrir une histoire étonnante, méconnue, cap sur le Périgord vert, quand les cours d'eau écrivent l'histoire. Pour comprendre l'histoire des hommes et de leur activité, il y a une méthode infaillible, suivre les cours d'eau. Voici l'eau Vézère qui prend sa source dans le Massif central. Comme toutes les rivières, issue des hauteurs du Limousin, elle est abondante, avec des débits importants. Quand elle pénètre dans ces gorges étroites, elle devient encore plus sauvage. Pourtant, soudain, au fond d'une vallée paisible, surgit une étonnante vision. Un gueulard, une cheminée de hauts fourneaux, des bâtiments. Voici les forges de Savignac-Lédrier créées en 1521. La sidérurgie est en place déjà depuis pas mal de siècles, puisque l'homme commence à fabriquer le fer dans les années moins 1500 avant Jésus-Christ. Ça a quand même un peu de durée. Mais c'est vrai qu'à la Renaissance va se passer un événement particulier. On va avoir une révolution industrielle particulière, avec la mise en place d'une méthode avec haut fourneau. Et précisément, le haut fourneau de Savignac-Lédrier est un bon témoin de cette révolution industrielle à la campagne. On change complètement d'échelle, Ludovic. Ah oui, complètement. Puisque avant on était dans des bas fourneaux, c'est-à-dire des fours qui font à peu près 2 mètres maximum sur 1 mètre de diamètre, alors qu'avec les hauts fourneaux, on passe vraiment sur des dimensions plus importantes, ne serait-ce que Savignac-Lédrier, on vient de monter 11 mètres quand même. Donc on change véritablement de dimension. Et également dans les quantités, c'est-à-dire que dans un bas fourneau, on va produire plutôt toutes les 12 heures aux alentours d'une masse métallique qui est de 15 à 20 kg maximum, alors que dans le cas d'un haut fourneau, on est plutôt à 1,5 tonne. Mais l'essentiel, c'est pas là. L'essentiel, c'est le process, c'est-à-dire la méthode qui change complètement. Dans un bas fourneau, on obtient à la sortie de la coulée une masse de fer, alors que dans un haut fourneau, on obtient un alliage, c'est-à-dire une combinaison fer plus carbone, que l'on appelle la fonte. Ce qui veut dire qu'avec les hauts fourneaux, il va y avoir un deuxième atelier, un deuxième bâtiment, dans lequel on va cette fois-ci transformer la fonte en fer en enlevant le carbone. Cet ensemble-là porte un nom, c'est la sidérurgie indirecte au charbon de bois. C'est une sidérurgie en 2 temps. Premier temps, on produit de la fonte. Deuxième temps, on produit du fer. Explique-moi, Ludovic, pourquoi cette industrie à la campagne va en particulier se développer dans le Périgord vert? Alors cette industrie à la campagne, c'est une industrie qui va être tributaire des ressources naturelles. Première ressource naturelle, elle est derrière nous, c'est la rivière, qui va fournir l'énergie motrice pour faire tourner tous les moteurs employés dans la sidérurgie. Deuxième élément important, on a du minerai à proximité. Parce que le minerai, il faut quand même l'amener jusqu'ici. Et enfin, la caractéristique de ces forges, c'est des forges au bois. Il faut donc être au milieu d'un massif forestier important pour pouvoir avoir l'approvisionnement nécessaire en combustible pour toutes les opérations métallurgiques. Ça veut dire quelle quantité de bois? Pour donner un ordre de grandeur, grosso modo, une campagne de fondage, c'est 70 hectares de forêt. Pourquoi Savignac-Lédrier est à ce point-là exceptionnel dans l'histoire de la sidérurgie française? Alors d'une part parce que on la voit apparaître donc vers 1521, mais surtout c'est qu'elle a perduré. C'est-à-dire qu'elle s'est maintenue malgré la révolution industrielle
contemporaine qu'on connaît nous, c'est-à-dire celle qui va arriver avec le charbon de terre, qui va éliminer les forges. Et ici, il va y avoir un perfectionnement complet de l'ensemble du dispositif de production qui fait que la caractéristique Savignac-Lédrier, c'est le point terminal de perfectionnement de la sidérurgie au charbon de bois. C'est pour cette raison que la forge est classée monument historique. La forge n'est en fait qu'une des composantes d'un immense domaine aristocratique qui inclut également des terres labourables et des forêts. La sidérurgie au bois est en fait le prolongement de l'exploitation de la terre. Dans ce système agro-industriel, on attend les hautes eaux d'octobre à mars pour faire tourner à plein régime les forges. Le château du XVe siècle, remanié au XVIIe, rappelle l'origine seigneuriale des premiers propriétaires, des nobles, proches du pouvoir royal. Après la Révolution, c'est la famille Combesco qui racheta le domaine. Le site est à tout point de vue d'un grand intérêt technique, historique, mais aussi humain. Aujourd'hui encore, un simple coup d'œil sur la géographie des lieux permet de lire les rapports sociaux. En bas, au fond de la vallée, l'usine et les ouvriers. Tout en haut, dominant l'ensemble, le château, symbole du pouvoir. On a des photos assez étonnantes de la fin du 19e siècle, début 20e, où on voit les propriétaires, les Combesco, les ouvriers. Ça se passe comment concrètement l'activité dans la sidérurgie? En gros, l'activité sidérurgique, c'est 6 mois de l'année. Les autres 6 mois, les ouvriers qui ont travaillé à la forge vont en fait revenir dans leur activité première, qui est l'activité agricole. Autrement dit, on a des ouvriers paysans et des ouvriers qui sont ouvriers pour rester paysans, puisque l'idée ici, c'est quand même de rester propriétaire de sa petite parcelle, de son petit terrain. Et donc on a cette imbrication du phénomène industriel dans précisément une société rurale, où c'est la ruralité, le monde paysan, l'agriculture qui domine et qui organise même les rapports de production au sein même de cette industrie. L'industrie, elle est née à la campagne. L'industrie est née à la campagne parce qu'on a affaire à une société paysanne, mais cette industrie qui va devenir dominante, qui va former la société industrielle, c'est avec la révolution industrielle, c'est milieu 19e siècle qui va donner notre société d'aujourd'hui. Ces forges, en pleine campagne, sont loin d'être une exception. Car le Périgord et le Limousin furent au XVIIe et XVIIIe siècle de très importantes régions sidérurgiques. Nous voici en pleine forêt sur la commune d'Anliac, dans un autre site, Guimalet, exploité un temps par les Combesco. Les bâtiments de la forge sont aujourd'hui en ruine, mais le haut fourneau est toujours debout. Vous deviez qu'on a du mal à prendre la mesure de cette activité. C'est un petit peu normal parce qu'en fait, les trois quarts des forges au charbon de bois ont déjà disparu. Dans les années 1860, on a quelques vestiges, mais les trois quarts du temps, il ne reste plus aucun témoin. On a au mieux quelques petits aménagements en bord de rivière. Des aménagements en bord de lac, mais c'est tout, quoi. On a une idée du nombre de forges qu'il y a eu à la grande époque? Alors la grande époque, c'est 17-18e. En gros, on a en Dordogne près d'une centaine de forges à peu près. C'est quoi leur débouché pour qu'il y en ait autant? Alors d'abord, c'est des marchés qui sont des marchés locaux, mais les débouchés, c'est tout ce qui est produit agricole, tout c'est l'outillage, en même temps aussi la partie architecture. Mais rentre en ligne de compte le fait que le fer est un matériau qui sert pour l'armement. Et en Dordogne va être produit notamment les canons et les boulets, comme ceux qui équipent l'Hermione par exemple, qui ont été donc fabriqués ici. La révolution industrielle du XIXe siècle va provoquer le déclin des forges à bois de la région. Impossible de rivaliser économiquement avec la sidérurgie utilisant la houille en Angleterre et dans le nord de la France. Beaucoup de sites ferment, mais certains vont connaître une heureuse reconversion. C'est en 1860 que cette forge, située à Payzac, va connaître une deuxième vie. L'eau sert toujours de source d'énergie, mais l'activité change. Une nouvelle industrie voit le jour, la papeterie. Lorsqu'on pénètre dans la papeterie de Vaud, on est saisi par l'importance de la chaîne de fabrication, la complexité des mécanismes. En haut, les cuves où l'on a fait la pâte à base de paille de seigle. Cette pâte descend dans cette immense machine qui fabrique le papier, l'enroule en bobine. Fini, le feuille à feuille, c'est un process en continu. On est alors à la pointe de la modernité. Classée monument historique, cette papeterie en pleine campagne est véritablement une usine au champ.
Notre prochaine histoire a pour cadre une autre rivière qui traverse le Périgord, l'Ill. C'est au fil de l'eau, dans un endroit tenu secret, que nous retrouvons Philippe Roubinet. Cet orpailleur professionnel est devenu orfèvre dans l'art de lire un cours d'eau pour trouver un métal précieux, l'or. Philippe, expliquez-moi, de l'or dans le Périgord vert, dans cette partie de la Dordogne, il y en a réellement, il y en a beaucoup? Alors il y en a pas mal. À l'origine, l'or se trouve dans des filons, des gisements aurifères locaux. Et puis suite à l'érosion sur des centaines de millions d'années, les roches se sont désagrégées, c'est devenu du sable. Les particules métalliques se sont détachées, entre autres l'or qui est le métal le plus dense. Là je sais qu'il y en aura parce que c'est une région qui est très favorable. Et le tout c'est de savoir, après quand on cherche, un petit peu prospecter pour trouver le meilleur coin. Parce que si c'est pour remuer 3 tonnes de sable pour 2 paillettes, ça ne vaut pas le coup. Et voilà, c'est de la recherche, c'est surtout un jeu d'abord. Faut pas rêver non plus, on ne fait pas fortune avec ça. Je vais, avec cet outil qui s'appelle le batté, je vais brasser. Le fait de brasser, le plus léger remonte, le plus lourd a tendance à descendre. Le plus lourd étant l'or, donc il a tendance à se précipiter vers le fond. Ah ouais. Donc on brasse bien et petit à petit, avec un petit mouvement circulaire, on élimine un petit peu de sable, on rebrasse et on continue. Est-ce que c'est exact que le nom des rivières ou le nom des villages, ça peut être des indices? On a un petit ruisseau qui traverse les mines d'or qui s'appelle le Périgord, OR ça s'écrit, des noms en or, des noms de villages, et sinon en AU. AU, c'est la racine de aurum en latin qui veut dire or. Et si vous regardez dans la région, vous avez plein de rivières qui s'appellent l'Auvézère, pas très loin. Un petit peu plus haut, on a l'Auzette, Laurence, la Vauzelle, le Torion, des villages qui s'appellent Augignac, Auvignac, Sauvignac. Il y a ce AU partout. Et partout où il y a ce nom-là, ça veut dire qu'il y a eu des mines d'or ou des chercheurs d'or dans l'Antiquité. C'est beau en tout cas déjà, regardez. Donc déjà, on a des couleurs, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette rivière. Alors le petit filet d'eau final, donc tout doucement, supprimer, hop, une belle paillette là. Elle est assez grosse pour le coin déjà. Parce qu'il faut savoir qu'on reste sur la poussière en général. Ou alors on trouve des grosses pépites, mais on ne le dit pas parce qu'on a peur qu'on nous vole notre or. Ce que ça peu de gens, c'est qu'on a une histoire assez remarquable ici. Depuis l'époque des Gaulois, il y a eu des milliers de carrières dans la région Périgord-Limousin. On estime, grâce à des travaux archéologiques, qu'on aurait sorti entre 80 et 160 tonnes d'or à l'époque des Celtes ici. C'est sûrement plus. Des mines d'or exploitées par les Celtes. L'information peut surprendre le visiteur, mais pas Philippe, qui a longtemps travaillé comme géologue dans l'une des mines de la région. Le 19e et le 20e siècle furent ceux de la ruée vers l'or dans le Périgord et le Limousin. On découvrit alors que nos ancêtres étaient déjà venus sur ces gisements. C'est peut-être pas évident à première vue, mais on est devant un site assez exceptionnel. C'est une carrière qu'on a exploitée jusqu'en 2001 à peu près. Ça, c'est l'époque moderne. Mais on voit au fond un espèce de grand V ici. C'est une carrière de l'époque celte, donc. Carrière qui faisait à peu près 200-250 mètres de long, de mémoire. Alors on voit bien où ils ont creusé. Et cette butte sur le côté gauche, là, avec des strates un petit peu, ça, c'est les remblais qu'ils ont remis sur le côté à l'époque. Donc nos ancêtres ici ont creusé alors des trous fantastiques. Ça descend jusqu'à 40-50 mètres de profondeur. Et ils avaient tout compris, la géologie, ils suivaient les filons sûrement. Ils devaient observer les roches. Comme là, on voit des oxydations sur les roches. C'est signe qu'il y a par exemple de l'arsenic. Et là où il y a de l'arsenic, il y a de l'or. C'est des indices. Je pense que c'était déjà des petits malins. Quand on parle gaulois, on pense à la période gallo-romaine. Là, on est à quelle période? Vous dites celte? Voilà, celte, on est avant. Les travaux sont autour de 500. On a daté sur des sites 580 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est les fonds des travaux, c'est-à-dire qu'ils étaient là même encore avant. Donc on est autour de 1000 ans à 500 ans avant Jésus-Christ. Ils étaient déjà là, nos ancêtres, et faisaient tout ça. C'est une industrie de l'or à cette période-là. À cette période-là, oui, tout à fait. Malheureusement, on ne connaît pas tout. C'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Et il y a très peu de travaux archéologiques là-dessus. Il est probable que dans les années à venir, on puisse découvrir des choses assez remarquables. Précieux, inoxydable, brillant comme l'astre solaire, l'or a toujours symbolisé la richesse, le pouvoir, le divin.
Aujourd'hui encore, il excite l'imaginaire. Voici le château de Jumillac. Depuis 12 générations, il appartient à la même famille. Henri de la Tour du Pin est donc le descendant d'un certain Antoine Chapelle qui, au XVIe siècle, a fait basculer l'histoire du château. Antoine Chapelle, c'est donc mon ancêtre direct, mais c'est surtout un maître de forge. Et en tant que riche propriétaire terrien et maître de forge, il va apporter son soutien en fait à son suzerain, le vicomte de Limoges, comte du Périgord, mais aussi roi de Navarre. Le futur Henri IV. Exactement. Henri IV, pour le récompenser de cette honnêteté, de cette fidélité, va lui donner le titre de comte de Jumillac en 1597. Personnage puissant, riche, et cette fortune, il va l'investir en grande partie dans le château. Il va transformer ce château, qui était un château fort, classique, avec des tourelles, machicoulis, chemins de ronde, terrasses de défense. Et bien curieusement, il va ajouter les toits, avec une alternance de cônes et de pyramides, mais surtout apanage des seigneurs, pour dire du coup son côté puissant. Il va orner ses toits avec ces éléments figuratifs en partie haute, totalement curieux, dont personne ne s'était occupé jusque-là, mais qui, moi, m'ont déjà intrigué quand j'étais enfant ici. Et puis, j'ai fini par découvrir qu'il y avait une notion alchimique. Donc, Antoine Chapelle, il était maître de forge, mais aussi alchimiste de son état. Pour arriver à cette conclusion, Henri s'est plongé dans l'histoire de l'alchimie, un art ésotérique dont la transmission repose sur le secret, l'énigme. Il a dû apprendre à déchiffrer les symboles, voir les doubles sens. Accepter, par exemple, que ces figures placées au sommet puissent représenter autre chose que le droit, la justice et l'autorité comme on l'a longtemps cru. Venue d'Orient, l'alchimie a connu un immense succès en Europe à partir de la fin du Moyen-Âge. Les médecins, les lettrés, les scientifiques se passionnèrent pour cet art occulte dont l'objectif est de trouver la pierre philosophale, une substance qui permettrait de transmuter le plomb en or, de guérir les maladies, de prolonger la vie humaine. Vous avez ici, en résumé, la symbolique de la quête de la pierre philosophale. Or, pour l'obtenir, il fallait être alchimiste, et les ailes des 3 personnages féodaux sont justement les symboles de l'alchimiste, comme on le connaît au XVIe, XVIIe siècle. Pour obtenir la pierre, il fallait une genèse, pensait-il. Et donc, dans ce cas, il faut un élément asexué, neutre, qui est l'expression de l'ange. Ensuite, il faut un élément masculin, un élément féminin. L'élément féminin, c'est la justice que l'on connaît en général sous les traits d'une femme dans le côté architectural et artistique. Et l'élément final, c'est l'autorité en tant qu'élément masculin. Il y a beaucoup d'autres symboles sur les toits qui font référence à l'alchimie. Alors, tout ce qui est comme ornement sur les toits font référence à l'alchimie. Je l'ai découvert petit à petit, mais les oiseaux qui sont le côté pigeon dans le caractère seigneurial sont les phénix pour le côté alchimiste. Après, les chardons seigneuriaux, signe d'allégeance à la couronne royale française, eh bien, en fait, sont le symbole de l'alchimiste initié, celui qui cherchait la pierre. Et puis, il y en a encore bien d'autres au niveau des fenêtres de combles en particulier. Parmi les derniers indices qui vous ont intrigué, il y a la toiture elle-même, sa forme. Alors, c'est ce qui donne au château la symétrie, l'équilibre étonnant qu'on peut lui voir aujourd'hui. C'est une alternance de cônes et de pyramides, mais qui est curieusement brisée par la tour de guet centrale. Et c'est une hypothèse, mais ce pourrait être en fait la symbolique de l'athanor, ce fameux four des alchimistes dans lequel, après 3 phases de chauffe, en y mettant les ingrédients, ils obtenaient la pierre philosophale. Henri, avez-vous fini par le trouver, le trésor de l'alchimiste? Le trésor? Non, certainement pas, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais sa symbolique, vraisemblablement. Parce que quand on regarde ici sur la gauche, on a la petite boule qui est l'expression en fait de la pierre philosophale. Car pour avoir la vie éternelle, on sait que il faut atteindre la perfection. Et en géométrie, qu'est-ce que la perfection si ce n'est une sphère? On se demande si c'est vous qui habitez le château ou si c'est pas l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Il y a quelques années, c'est un ami qui m'a dit « Mais le château habite en toi ».
Et il avait tout à fait raison, mais bon, c'est une passion maintenant pour moi, donc voilà, je fais symbiose avec le château. Pour découvrir notre dernier trésor, nous partons à l'autre extrémité du Périgord vert. Voici Brantôme, blotti au pied des falaises le long de la rivière Dronne. On y accède en empruntant cet étonnant pont coudé à angle droit. Brantôme est une enfant de l'eau et de la roche. Pour découvrir la source de cet étrange site, il faut passer derrière les bâtiments de l'abbaye qui datent du XVIIe siècle, aller au pied de la falaise. Alors là, nous sommes aux origines de Brantôme. Nous sommes en fait dans la partie la plus ancienne de l'abbaye. L'abbaye de Brantôme a été fondée à la fin du 8e siècle. D'après la légende, elle aurait été fondée par l'empereur Charlemagne. Les premiers moines bénédictins de Brantôme se sont installés dans des cavités naturelles qui s'ouvraient dans la falaise calcaire ici devant nous. Un site naturellement protégé avec la rivière de l'autre côté des bâtiments conventuels, une source qui jaillit au pied du rocher et un lieu isolé du monde. La ville de Brantôme n'existait pas encore. La ville s'est développée par la suite à l'ombre de son abbaye. La falaise fut plus qu'un simple abri. Elle inspira les hommes. Fabrice nous emmène au fond d'une grotte pour découvrir une exceptionnelle sculpture dans la roche. Un bas-relief très énigmatique qui a fait couler beaucoup d'encre. On sait qu'il est daté de la seconde moitié du XVe siècle et on suppose qu'il représente donc une scène du jugement dernier. Alors ça se lit un peu comme un livre, expliquez-nous. Par exemple, on va regarder les deux anges agenouillés de part et d'autre qui soufflent dans des corps. Ce sont ces anges qui annoncent la fin des temps. Au son de ces corps, les âmes des morts sont réveillées et vont sortir de leur tombeau pour passer devant le jugement du Christ, représenté tout en haut de la scène, assis sur son trône. Pourquoi ce bas-relief ici, on y tenait des offices? Alors cette grotte était vraisemblablement non pas un lieu de culte, comme une église par exemple, mais plutôt un lieu de recueillement. Les moines venaient s'isoler dans le silence, dans la solitude, pour méditer, s'adonner à des pratiques ascétiques, méditer sur la fin des temps. Ce n'est qu'au XIe siècle, 300 ans après la fondation de l'abbaye, qu'une petite ville d'artisans et de marchands vit le jour. Habiter ici, c'est vivre au cœur de cette histoire façonnée par les cours d'eau. Jean-Luc ne se lasse pas d'admirer sa cité, de remonter le fil du temps, quitte à oser une embarcation pas vraiment périgourdine. Jean-Luc, la première fois que vous êtes sorti avec cette gondole, quelle tête ils ont fait, les gens? Un peu bizarre parce que on n'a jamais eu de gondole à Brantôme, quoi. Et donc l'idée, c'était de faire une gondole pour le centenaire de notre appellation, la Venise du Périgord, par Raymond Poincaré en 1913. C'est un village qui ressemble quand même à aucun autre Brantôme, là, avec cette île, l'eau tout autour. Ouais. C'est assez bizarre parce que tout ça nous vient de la guerre de Cent Ans, avec la présence anglaise. Disons que la ville de Brantôme était du parti anglais et l'abbaye était plutôt du côté français. Donc là, on arrive à ce barrage qui a été fait pour dévier la rivière et l'amener au moulin de l'abbaye pour que les moines puissent se protéger, notamment des habitants, pour être tranquilles. La vision qu'on a de Brantôme lorsqu'on est sur l'eau, elle a quand même rien à voir. Ah, rien à voir. La première fois que je suis passé en bateau, bien que je connaisse Brantôme depuis longtemps, j'ai été soufflé par la beauté du site en bateau, quoi. C'est grandiose. Partout où vous êtes, c'est magnifique. C'est la perle du Périgord. Il n'y a aucun petit village dans le Périgord comme nous. Et vous seriez pas un peu chauvin, vous, quand même Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.
Bâti au XIe siècle, le clocher campanile de Brantôme est non seulement le plus ancien de France, mais il a aussi une particularité, c'est d'avoir été construit non pas sur l'église, mais sur le rocher qui la domine. Vous l'aurez compris, le Périgord vert regorge de lieux et d'histoires étonnants. Ce pays né de l'eau et de l'inventivité des hommes a tout ce qu'il faut pour assouvir notre soif de découverte.